16h30, 17h30, c'était pas prévu au programme. Marc et Maggie sur Radio Shalom. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Radio Shalom 94.8 dans l'émission C'était pas prévu au programme. Il y a Maggie toute seule, il n'y a pas Marc aujourd'hui. Vous voyez, il me fait souvent faux bon en ce moment, mais par contre, il y a ma petite Mariam qui est là. Comment ça va? Bonjour Maggie, ça va et toi? Il y a aussi... comment à chaque fois Bonjour Maggie. À chaque fois j'oublie ton prénom. À toi. Moi c'est Eden. Eden, voilà. Il y a aussi Eden qui est là parce qu'elle est toute mignonne, qui va remplacer certainement Mariam cet été à la Réal. J'espère que vous allez bien avec les nouvelles qui nous fendent le cœur. Mais on est là, on est bien là, on sera toujours là et nous vivrons. Donc du coup, ça me donne tout de suite le tremplin pour vous présenter mon invitée qui est charmante, qui est toute mignonne, qui s'appelle Élodie Abergel et qui fait partie du comité Nous Vivrons. Comment ça va? Très bien, merci Maggie. Ouais, ça va bien? Ça me fait très plaisir d'être là. Et ben moi aussi, attends, je vais t'approcher un tout petit peu le micro pour bien qu'on t'entende. Et alors, je suis ravie parce qu'en fait, tu es venue avec un invité surprise. Oui, c'était pas prévu. C'était pas prévu au programme, du coup, voilà, donc c'est Solal. Bonjour Solal Abergel, qui est le fils d'Élodie et qui va, du coup, je vais un peu le faire participer parce que on va vous présenter ce comité Nous Vivrons. Parce que plus jamais, en fait, même s'il y a énormément de comités qui se sont créés depuis le 7 octobre, chaque comité, je trouve, ça c'est mon avis, a son utilité. Je dirais même son utilité presque publique, même si malheureusement, il y a énormément de Français qui n'ont pas encore compris. Nous Vivrons, c'est un comité très actif, qui est essentiel pour la lutte contre l'antisémitisme qui ravage la France en ce moment et qui s'est réveillé notamment depuis le 7 octobre. J'ai l'impression quand même que ce comité, à la base, c'était un groupe d'amis. Je ne me trompe pas? Non, tu ne te trompes pas du tout. En effet, le collectif s'est créé donc vraiment le lendemain du 7 octobre, dans un moment de sidération qu'on a tous vécu. Mmh. Et en fait, ce sont 5 amis, 5 anciens militants de l'UEJF, Oui. qui ont donc milité ensemble il y a 20 ans, Oui. qui après, en faisant leur carrière, leur famille, etc., ont un peu laissé le militantisme, pour certains, pas tous, mais un petit peu de côté. Oui. Et vraiment, en 2 secondes, ils se sont, l'alchimie, les synergies ont repris, ils se sont regroupés. Et du coup, ils ont créé... alors, en fait, au début, ils ont commencé par l'action. Avant que Nous Vivrons soit Nous Vivrons. Oui. D'abord, ils se sont mis à agir tout de suite. D'accord. Et très vite, ils ont constitué autour d'eux une petite garde rapprochée, on va dire une petite équipe. Dont tu fais partie? Dont je fais partie, voilà. D'accord. Un peu organisée en task force, où chacun a un peu son domaine de compétences. Et c'est une petite dizaine de personnes qui accompagnent toujours ces 5 anciens militants qui constituent, eux, le bureau de Nous Vivrons. D'accord. Alors, et ton rôle à toi exact, c'est quoi alors dans la force de ce comité? Alors, c'est pas tout à fait des rôles hyper définis pour les 10, la dizaine de personnes qui accompagnent. J'imagine. C'est pas toujours attitré. Ouais. Après, il y en a qui sont plus en charge du compte Instagram, il y en a qui vont être en charge de Twitter, il y en a qui vont travailler beaucoup sur les campagnes, les slogans. Il y a aussi des actions de fond qu'on fait à Nous Vivrons. On fait une newsletter depuis quelques temps, donc il y a une petite équipe justement là-dessus. On est en train de créer un mur de l'antisémitisme pour recenser les actes. Pas les actes, mais surtout les propos tenus... Oui, il y en a beaucoup. Oui, qu'on entend régulièrement. Voilà. Qu'on entend régulièrement. Et du coup, voilà, chacun est dédié comme ça. Il y a aussi une partie formation. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont lancées. Donc, au sein de cette petite équipe, effectivement, chacun est un peu dédié à un rôle en particulier. D'accord. La haine qu'on ressent en ce moment s'est transformée en chiffres. J'ai été scotchée parce que je suis évidemment l'actualité tout le temps, mais là, de les lire comme ça et de les voir en pleine face, il y a plus de 1000% d'actes antisémites en France depuis le 7 octobre. Une augmentation de plus de 10%. C'est affligeant. Mais je suis restée scotchée. Je ne pensais pas que c'était autant. Je savais qu'il y en avait bien évidemment, mais ça m'a scotchée de voir ça. Et c'est vrai que ça fait réagir. Et bon, j'ai vu que vous aviez des missions, des valeurs. Il est bien fait le site. Hein. J'ai bien regardé. Je trouve qu'il est bien fait. Donc ça aussi, ça fait partie. En fait, il y a quelqu'un qui s'en occupe régulièrement, qui le met à jour, j'imagine, etc. Alors, vos missions: lutter sans concession contre l'antisémitisme sous toutes ses formes. Ça, c'est vraiment notre objet, D'accord. Porter une voix juive au cœur du débat démocratique. Absolument. Très important aussi. Ne plus laisser les extrêmes occuper l'espace médiatique et public parce qu'il ne leur appartient pas. Tout à fait. Ça, je trouve que c'est un point essentiel parce qu'aujourd'hui... Alors, je ne sais pas si c'est grâce à vous, mais je pense que c'est grâce à beaucoup de collectifs, dont le vôtre. Mais je trouve que sur les plateaux télé, c'est-à-dire il y a encore quelques mois, on était tous focalisés sur CNews qui était quand même assez
de notre côté, j'aime pas dire ça. Oui, non, mais c'est vrai que ça nous fait du bien. Ça faisait du bien, on était là. C'est-à-dire qu'en fait, des choses qui sont naturelles et qui sont vraies, c'est-à-dire quand on l'entend sortir de la bouche d'un journaliste, on est là à le remercier, on dirait on devient ridicule. Mais ceci dit, je pense que c'est aussi grâce à toutes les actions que vous menez les uns et les autres, je trouve quand même que ces dernières semaines, peut-être même ces derniers mois, cette tendance qu'on voyait sur CNews, dis-moi si je me trompe, mais c'est vraiment un ressenti personnel. Je la ressens un petit peu sur LCI, je la ressens un petit peu sur BFM TV. Je trouve qu'ils commencent un peu à réaliser qu'ils ont été trop loin dans leur manière de présenter toute cette histoire depuis le 7 octobre et qu'ils reviennent un petit peu sur ce qu'ils disent et qu'ils ont un peu plus de compassion, mais c'est même pas de la compassion, de la réalisation de ce qui se passe vraiment. Est-ce que tu as ce sentiment toi aussi ou pas ? Alors effectivement, sur certaines chaînes que tu viens de citer, oui, je peux faire ce constat aussi que je peux ne pas regarder que CNews et I24. Ouais, voilà. Donc effectivement, exactement. Après, je pense qu'il y a un chemin à faire qui est important. Mais oui, il y a certainement une petite prise de conscience. Il y a aussi sûrement beaucoup de gens qui ne s'exprimaient pas, qui commencent peut-être un petit peu à le faire. À s'exprimer, tout à fait. Qui se sentent plus à l'aise parce que peut-être qu'ils se sentent justement plus épaulés par les médias. Oui. Je sais pas, c'est vraiment un sentiment. C'est une tendance qui reste à confirmer, mais j'entends, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que vous êtes un comité qui est très attaché à la République. Vraiment, vous vous sentez français. Pour nous, c'est le meilleur rempart en fait contre la haine antisémite, raciste. Ça, c'est une certitude pour nous. Mais quand vous voyez tout ce qui se passe à chaque fois, toutes les semaines, tous les soirs, même parce que nous, quand on sort de la radio, on a tendance à croiser tous ces imbéciles, excusez-moi, mais c'est des imbéciles qui sont sur la place de la République. Ça vous fait quoi, toi personnellement? Et puis j'imagine, ça te fait quoi? Est-ce que tu vas régulièrement voir ou pas? Parce que alors certains d'entre nous le font. Oui. Ils vont parfois dans ces manifs pour voir comment ça se passe, etc. C'est extrêmement agressif, évidemment. Après, ça nous est arrivé de nous retrouver au milieu de ce genre de personnes, et notamment lors de la marche pour les femmes au mois de mars. Au mois de mars, le 8 mars, ça a été insupportable. Ça a été insupportable cette année, l'année d'avant aussi. Parce que cette année, ça a été insupportable parce qu'on a été parqués, on a dû attendre des heures et qu'on a pu manifester vraiment à la fin. Donc, c'était insupportable. Mais l'année d'avant, on était vraiment je me souviens. Dans le bain. Et il y a eu des bagarres. Et donc, c'est extrêmement violent à vivre, effectivement. Oui, c'est sûr que... Mais ce qu'on constate quand même à chaque fois qu'il y a ce genre d'événements terribles, nous, en tant que manifestantes juives, on est toujours très protégés par la police, et on a quand même cette sensation, même s'il y a beaucoup de choses qui font mal et qui sont critiquables, évidemment, mais on a quand même cette sensation que la République, oui, c'est notre rempart. Et on a le soutien quand même de beaucoup de gens et notamment de la police, je trouve. Et notamment de la police à chaque fois. À chaque fois, vraiment. Après, c'est vrai qu'ils n'ont pas de raison de ne pas nous soutenir, et encore heureux qu'ils nous soutiennent. Exactement. Mais c'est vrai qu'on a ce sentiment. Ouais, et en fait, ils pourraient, peut-être que dans leur tête, parfois, il y en a certains qui ne nous soutiennent pas, mais je trouve qu'ils ont... moi, j'ai ressenti, parce que j'ai fait beaucoup de manifestations à vos côtés, aux côtés des autres également, mais quand on leur dit merci, ne serait-ce que leur dire merci, ils ne trouvent pas ça normal, parce que je pense qu'ils sont remerciés par personne d'autre que nous. C'est vrai qu'en tout cas, nous, à chaque fois, on le fait. On leur dit merci. C'est normal. Oui. C'est normal. Alors, vous êtes aussi un comité sioniste. Oui, absolument. Et ça, c'est très important. Et fier de l'être. Et vous défendez toujours le droit de l'État d'Israël à exister, évidemment, de vivre en paix aux côtés d'un État palestinien qui, on espère, un jour verra le jour avec des gens normaux et non pas avec le Hamas. Voilà. Et nous, on rejoint cette pensée. En tout cas, sur Radio Shalom, c'est comme ça. Alors, moi, ce que j'ai envie de savoir, évidemment, c'est un comité où on peut adhérer, j'imagine. Oui, alors comment ça se passe si on veut adhérer à ce comité? Alors, c'est très facile. Si on veut adhérer, on va sur le site, on adhère, on paye une petite cotisation avec la modique somme de, je ne sais plus combien d'ailleurs exactement, peut-être c'est 50 €. Non, je ne suis même pas sûre que ce soit ça. Je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, allez sur le site, vous pouvez adhérer. On a déjà 700 adhérents aujourd'hui, ce qui est énorme, parce que en fait, dans les associations, il n'y a pas énormément d'adhérents. ACT UP, par exemple, c'est 70 adhérents, pour vous donner un ordre d'idée. Voilà. Et en adhérant, alors, qu'est-ce qu'on reçoit, entre guillemets, enfin, j'aime pas dire ça, mais qu'est-ce qu'on a en tant qu'adhérent pour Nous Vivrons? Alors, ils sont informés, j'imagine, régulièrement. Exactement. Il y a un forum de discussion sur lequel on échange. Ils sont au courant de toutes les actions où chacun peut s'exprimer. Oui. Ils participent à l'Assemblée générale.
Donc voilà, quand on est adhérent, du coup, on a vraiment accès on a voix au chapitre. Oui, on a fait une assemblée générale très récemment. On a voté, on a défini notre ligne pour l'année à venir, etc. Tu travailles en dehors de ça? C'est pas indiscret? Non, pas du tout. C'est pas du tout indiscret. Ouais. J'ai un peu mis en sommeil mon activité de médiation qu'il faut absolument relancer de manière C'était pour hier, en fait, de manière urgente. Ouais. Mais voilà, je suis donc médiatrice. C'est ça mon métier à part ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'on sent que tu es investie. On te voit beaucoup. On sent l'amour de ton peuple et l'amour d'Israël. C'est une certitude. Je sais que ça peut prendre de la place à un point qu'on peut mettre de côté d'autres activités. Oui, en fait, c'est un peu imposé comme une nécessité, je dois dire. C'est-à-dire que le fait de se mettre dans l'action, de rejoindre Nous Vivrons très vite, etc., a été quelque chose, même à titre personnel, d'assez salvateur. Ouais. Alors, on fait la première petite pause, parce que vous savez que sur Radio Shalom, s'il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de radio. Donc, on est obligé de faire la pub et on revient tout de suite. Vous êtes toujours sur Radio Shalom 94.8. Nous sommes avec Élodie Abergel du collectif Nous Vivrons. Parce que, excusez-moi, depuis tout à l'heure, je disais le comité, mais c'est un collectif. Je me suis permise de... Oui, elle m'a fait la réflexion et c'est normal. Parce que c'est vrai qu'il y en a certains, c'est comité, d'autres, c'est association. Vous, c'est un collectif. Très bien quand même. Oui, on comprend. On sait que c'est des gens ensemble. Voilà, exactement. Voilà. C'est ça qu'on est. Alors, je voulais savoir maintenant, Élodie, là, maintenant qu'on a compris un petit peu ce que c'était Nous Vivrons, et je pense qu'il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui peuvent donc adhérer à votre collectif. On peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Oui, sur Insta, sur Twitter. Voilà, sur Twitter. Vous êtes présent à chaque fois qu'il y a une manifestation ou qu'il y a une marche ou même vous êtes présent sur les plateaux télé. Vous êtes partout et c'est très bien. Et merci de donner vos voix et de pouvoir parler à notre place, parce qu'on a tous envie d'être sur un plateau télé. En réalité, quand on est nous devant la télé, on a envie, et j'imagine que je ne suis pas la seule, on a envie de rentrer dans l'écran et Parfois, oui, de tabasser tous les autres. Donc merci d'y aller à notre place et de savoir le faire quand même avec beaucoup d'intelligence, je trouve, parce que je transmettrai à ceux qui sont chargés d'aller sur les plateaux. Mais c'est vrai, parce que c'est la semaine dernière où il y a 2 semaines, je crois, il y avait Ilana de Radio J qui était ici, qui est venue pour parler de son livre, donc rien à voir. Mais j'ai tenu à lui dire qu'on était très fiers d'elle, parce que quand elle allait sur les plateaux, elle est d'un calme, elle est d'une intelligence en fait intellectuelle, parce que elle parle tout le temps sur le même ton, elle parle doucement, elle les démonte, mais elle est déstabilisée, c'est incroyable. Et c'est bien, parce que ça nous fait du bien. Alors, il y a Solal qui est là avec nous, voilà, qui vient de passer son bac, c'est ça Solal? C'est ça. Ouais. Donc voilà, demain tu passes l'oral. Alors, une question qui est pour vous deux finalement. Toi en tant que maman, et après toi tu répondras en tant qu'enfant, garçon, jeune homme, t'as quel âge? 18 ans. 18 ans. En tant que maman, comment tu vis toi sous cet antisémitisme? Alors j'espère que tu n'as pas eu à le vivre en direct, parce que ça peut arriver, et surtout avec ce que tu fais. Dis-nous ce qui se passe dans ton cœur, dans ta vie. Alors après, moi j'ai 4 garçons, et ils ont chacun... ils ont évidemment tous des âges différents, mais je veux dire, j'ai vraiment des générations différentes parce que j'ai 2 grands, 2 petits. Ouais. et ils ont des profils d'école très différents. Et du coup, ça change un peu la donne. Alors, Solal, lui, il a fait sa scolarité dans un établissement privé catholique, où il peut y avoir pas mal d'ignorance, mais il n'y avait pas vraiment une grande hostilité. Donc, tu me contrediras peut-être. Il va me contredire par principe, mais je veux dire... Non, mais dans le sens où, après, on peut encore parler, j'ai l'impression. Oui, mais je ne parlerai pas d'hostilité, mais je pense qu'il y a quand même une petite partie des gens de ces écoles qui ont un antisémitisme vraiment ancré. On dirait un peu l'antisémitisme de la vieille France, si je peux dire comme ça. D'accord. Mais sinon, il y a quand même une majorité qui est très tranquille et qui ne ressent pas ce besoin de s'affirmer en tant que hostile à la communauté juive, quoi. Et quand tu dis ça, donne-moi un exemple, par exemple. Qu'est-ce qui peut te montrer cet antisémitisme français ancré de génération en génération, même si tu n'as pas un exemple personnel, mais quelque chose que tu aurais entendu ou que quelqu'un t'a raconté? Moi, il m'est arrivé plein d'histoires comme ça, où j'ai été plusieurs fois, je ne peux pas dire agressé, mais bon, on m'a parlé du maréchal Pétain beaucoup, on m'a dit que le maréchal Pétain n'était pas spécialement... quelqu'un de mauvais. Ça, t'as aussi des juifs qui le disent. Je ne citerai personne. On m'a dit que les juifs, on avait tué le Christ. On m'a dit... Ah oui, c'est vraiment français. Je comprends dans quel sens. Et après, j'ai eu aussi de l'antisémitisme assez débile. Je me suis déjà fait insulter de sales juifs. On m'a déjà dit que les juifs, on était des gens arrogants. Mais donc ça reste quand même assez minoritaire là où j'ai passé mon lycée. Donc c'est minoritaire. Il y a d'autres juifs avec toi à l'école?
On est 2. Moi et ma meilleure amie, sur 280 élèves de terminale, on est 2. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Donc une belle cible en fait. Ils étaient assez identifiés. Bah oui, quand même. Non, parce qu'il y a des écoles catholiques où il y a énormément celle-là, c'est pas ce genre-là. Ah d'accord, là, c'est la vraie école. La vraie. D'accord. Alors toi maintenant, en tant que maman, alors justement moi, avec ces deux générations justement. En tant que maman, avec mon deuxième qui lui est dans un collège public. D'accord. C'est bien, tu as tous les cas de figure, toi. Voilà, c'est pour ça que je te dis, je peux t'en parler des heures. Non, on va pas faire ça, mais du coup, lui, c'est un peu plus compliqué parce que il entend depuis le 7 octobre beaucoup de choses. Oui. Surtout que c'est un âge en plus où les jeunes, il a 15 ans. 15 ans, oui. Ils ont souvent besoin d'être animés par une cause, de militer par principe, alors qu'en fait, ils militent, ils savent pas pourquoi. Mm-hmm. Ils comprennent pas pourquoi. Voilà. Et du coup, c'est un peu du Free Palestine à tout va. C'est beaucoup de préjugés sur les Juifs. Quand ils ont visité le musée de la Shoah, c'est du genre « est-ce qu'on a vu ton nom sur la liste ? Faut pas rater le train ?» Donc, il a eu des choses comme ça. Et lui, il en est arrivé à un stade, en fait, où il ne souhaite pas dire qu'il est juif à l'école. Donc, c'est un vrai marqueur, ça, pour moi. Ouais, bien sûr. Donc, je te dirais que j'ai jamais subi un acte grave d'antisémitisme à l'égard de mes enfants. Je te parle pas de mes petits jumeaux qui ont 6 ans et qui sont dans une sphère assez protégée pour l'instant. Et puis, ils savent pas très bien eux-mêmes ce qu'ils sont, même s'ils le savent. Mais bon, voilà, et qui chantent quand même beaucoup Eyal Golan. Mais en tout cas, pour mon deuxième, c'est vrai qu'il y a un petit malaise identitaire quand même. Parce que du coup, lui, il voit le fait d'être juif pas forcément comme quelque chose de vraiment bien très et je pense que la transmission, enfin là peut-être que je dévie un peu, parce qu'on va en parler de la transmission, mais c'est aussi être heureux d'être juif. Bien sûr. Ça il faut pouvoir le garder quelles que soient les circonstances. Je comprends. Donc après, encore une fois, il n'est pas non plus c'est pas un quotidien agressif vraiment, mais je trouve que quand tu peux pas vraiment dire qui tu es, tu peux pas vraiment te lier aux gens, et du coup c'est voilà. Pas sans indiscrétion non plus. Et c'est quel lycée il est Alors, je peux dire, moi complètement, bien sûr. Il va pas être content. Mais c'est pas grave, il finit dans 3 jours, après il quitte. Après c'est fini, tu n'as pas dit son prénom, c'est pas qui. C'est le collège Condorcet. C'est le collège public dans le 9e. En plus, c'est un bon collège. C'est un bon collège, bien sûr. C'est un bon collège. Et les profs. Et d'ailleurs, je tiens quand même à dire, parce que je voudrais pas dire du mal de Condorcet, bien sûr. Sans dire aussi du bien. Bien sûr. C'est que quand il y a eu des sujets qui se sont posés sur ce plan-là, l'établissement a extrêmement bien réagi avec beaucoup de soutien. C'est important. Et voilà, est toujours très à l'écoute de ce point de vue. Ouais. Et du coup, est-ce que tu m'as un peu répondu, mais on va peut-être rentrer un peu plus dans le détail. Du coup, est-ce que vous avez un peu changé vos habitudes juives ? Oui, alors écoute, on était déjà quand même, comme tu le sais Maggie, je suis ashkénaze, donc on a quand même déjà, j'ai envie de te dire, dans notre ADN, une espèce de discrétion naturelle. Donc on était déjà assez discret dans les taxis, dans les Uber, les livreurs, enfin il y a un peu ce truc, voilà. Après, oui, c'est sûr qu'on ne porte pas de signes ostentatoires. À l'extérieur, dans un taxi, Israël, c'est un gros mot. Voilà, on fait quand même attention. Voilà. Et toi, Solal, comment tu es par rapport à ça ? Moi, c'est un peu tout l'inverse. J'imagine bien, ils ont besoin de s'affirmer, je comprends. C'est ça, en fait. Quand je suis avec des copains, qu'on passe devant une manif pro-palestinienne, et tous ces genres de manifs, on aime bien aller un peu leur parler, voir ce qu'ils ont à dire, montrer, sortir les petits colis avec les maghennes. Je pense bien que ça me fait très plaisir de faire. Mais donc voilà, moi maintenant je fais en sorte que Israël ça soit plus un gros mot quand je prends un taxi. Et même d'un point de vue vraiment purement religieux, je mets plus mes téphilines, je prie plus, j'essaye de prier pour les soldats quand je peux. Donc je pense que tous ces malheureux événements, ils nous ont un peu renforcés dans notre judaïsme, je pense. Et dans votre identité aussi. Ouais, c'est ça. Alors oui. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on se sent plus juif que jamais, je crois. On se sentait déjà juif avant, mais il y a vraiment... Oui, on sent... Alors, je vais en venir à la transmission, parce que c'est important, la transmission. On en parle beaucoup, nous, dans cette émission, même quand ce sont des émissions dans lesquelles on ne parle pas ni de religion, ni de sionisme, ou tout ce que tu veux, même avec les artistes qu'on reçoit, qui peuvent être chanteurs, acteurs, et tout ce que tu veux. On a vraiment une question qu'on pose tout le temps, mais finalement, on peut la poser sur n'importe quel thème. Alors, j'ai bien compris qu'il y avait beaucoup de transmission dans votre famille, mais est-ce qu'il y a quelque chose en particulier, toi, qui te tient à cœur, toi et ton mari ? À part la Shoah, tu veux dire ? À part la Shoah. Oui, ça ressemble beaucoup à la famille Fichel, c'est marrant. Non, quelque chose vraiment, tu te dis si j'ai réussi à leur transmettre ça, j'ai quand même réussi
pas mal de choses. J'ai vraiment à cœur que mes enfants soient engagés. Ah, c'est bien ça. Alors, c'est quelque chose qui se construit, c'est pas forcément quelque chose qui se décrète et qui arrive tôt. Mais par exemple, pour le cas de Solal qui a fait les EI, c'est déjà, on sent que son identité, elle est forte et c'est déjà une forme d'engagement. C'est très formateur, les EI en plus. C'est très formateur. Ouais. Et voilà, pareil, après, peut-être d'une autre manière, mais pour mon deuxième, c'est important aussi. Et ça sera pareil pour les petits, je trouve. Et surtout, quand on est juif de diaspora, quand on n'est pas en Israël, je trouve que ce rôle-là, d'être engagé, on parlait de la République tout à l'heure, moi, je suis très fière, et j'arrive encore à le prononcer aujourd'hui, d'être juive française, juive de France. Je considère que j'ai ma place ici, mais je considère aussi que du coup, je dois... prendre part à ce qui se passe et avoir un engagement fort. Et je crois que ça, en fait, ce que moi, je transmets à mes enfants, c'est vrai que c'est plus un judaïsme identitaire que religieux, très clairement. Mon mari a peut-être un côté plus traditionnaliste qui compense un peu, et qui compense, en tout cas qui complète plutôt. Donc voilà, mais moi, de mon point de vue, il y a évidemment la mémoire et oui, et le fait de se dire... moi, je ne suis pas très partisane de dire ici, c'est la cata, c'est horrible, c'est machin, et on y reste quand même. Si on reste... on se bat pour rester et être bien ici. Et si vraiment on pense que ce n'est pas sa place, qui est tout à fait légitime aussi, et la question se pose régulièrement, et ben dans ce cas-là, on s'en va. Ce qu'il nous reste à faire. Alors, toi... Oui, 3 minutes, d'accord. On me dit que je suis 3 minutes avant le flash info de 3 minutes. Alors moi, pendant ces 3 minutes, je voudrais savoir, est-ce que toi, tu as... Alors j'espère que tu vas avoir ton bac et que tu vas cartonner. Je suis sûre que oui. Amen. Mais oui, ça va le faire. Est-ce que tu as des projets en France ou des projets à l'étranger? Où tu en es dans ta tête? Parce que c'est un moment un peu clé. Finalement, je t'en très bien. Non. Oui, parce qu'en fait, c'est un âge où on fait des vrais choix. Alors, on est souvent soutenu ou moins soutenu, mais en tout cas épaulé par les parents qui t'aident à choisir. Qu'est-ce que tu as dans ta tête? Parce que c'est pas évident à ton âge maintenant, avec tout ce qui se passe, de prendre une décision sur un avenir professionnel. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Alors moi, le projet, là, si j'ai les notes pour, c'est de partir faire mes études à Londres. Très bien. Donc, même si c'est un peu la même configuration que Paris en ce moment, je pense que derrière, ça peut permettre de bouger, de potentiellement faire l'ALIA. Une expérience internationale, c'est toujours bien. Et donc, j'en parlais pas plus tard qu'hier soir avec des copains autour d'un dîner, c'est qu'on se disait qu'on allait peut-être faire l'ALIA plus tôt que prévu. Que, comme a dit ma maman chérie, on se doit de se dire qu'on peut rester et de se battre pour qu'on puisse rester, mais l'ALIA, ça reste toujours une option qui est de plus en plus grande. Donc oui, moi, mes études, je les ai toujours orientées en me disant qu'il y avait un monde où je partais juste après, je revenais pas en France après mes études. Tu sais que, je vais te dire un truc, le peu que je vois, ce que tu voulais transmettre à tes enfants, je crois que tu as réussi, en tout cas déjà avec le plus grand. Merci. Je vais pleurer, j'avais pas prévu. Non, mais tu sais, c'est important. Je trouve que, nous, les mamans, c'est pareil, moi j'ai 4 enfants, je suis comme toi. Et en fait, notre plus belle réussite, quand on les entend parler comme ça et qu'on voit qu'ils ont l'amour pour Israël, ils sont fiers de leur identité et tout, pour nous, je crois que c'est la plus belle réussite, c'est fondamental. Et après, on espère qu'eux, avec leurs femmes, leurs maris et leurs enfants, ils feront la même chose. Est-ce que tu connais Taglit? Taglit, t'as entendu parler de Taglit? Ça me dit quelque chose. Alors Taglit, tu sais, c'est parce qu'en fait, il est complètement dans l'âge. Ouais. Alors en fait, je fais court. Il me reste 1 minute pour dire ça, et après on revient. Taglit, c'est une association. Taglit en hébreu, ça veut dire découverte. Okay. Et en fait, on offre. C'est une association qui offre des voyages aux jeunes entre 18 et 26 ans. J'ai des copains qui les ont fait. Voilà, c'est une découverte identitaire, surtout en Israël. Donc tout le monde pense, parce que le marketing parfois n'est pas à la hauteur du contenu de ce voyage. Ouais, marketing, tu as l'impression que c'est c'est le Club Med. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. De volontariat, c'est du volontariat, c'est de la géopolitique, c'est de l'identitaire, c'est de l'histoire, c'est des rencontres, c'est des soldats avec vous. C'est magnifique. Donc, je t'invite à t'inscrire l'année prochaine, parce qu'on peut le faire au départ de Londres, on peut le faire au départ de n'importe quelle ville du monde. On va faire le flash avec Pierre Gandus et on revient tout de suite après pour la fin de l'émission et quelques questions encore adressées à Élodie et à Solal. À tout de suite. Le transfert est toujours très compliqué. Toujours sur Radio Shalom 94.8 dans C'était pas prévu au programme. Je suis toujours avec Élodie et Solal Abergel de Nous Vivrons. C'est intéressant que tu sois venu
Solal, parce que le point de vue d'une maman et celui de son fils, d'une maman engagée comme la tienne, et toi qui m'as pas l'air d'être non plus pas engagée, c'est intéressant de vous écouter sur les mêmes questions. Il nous reste à peu près 7 minutes, 8 minutes d'émission. Alors là, on va essayer d'un petit peu de sourire quand même un peu. On a tous la rage au ventre, on est d'accord, on a envie de s'énerver, on n'est pas bien. C'est quoi là ton insulte préférée? Si tu croises là, tu vois, si tu avais la possibilité de rentrer comme ça au milieu, tu vois, place de la République, au milieu de tout le monde, qu'est-ce que c'est ton insulte? Ah non, mais je peux pas dire. Mais tu peux le dire. Mais fais-toi plaisir. Pas devant ma mère, c'est pas possible. Ah, pas devant ma... Alors, fais-nous-en une light. Il y a la moitié de la communauté juive qui te et à mon avis, tu vas être applaudi, parce que ça fait du bien des fois. Mais attends, Maggie, elle nous piège en fait. Non, mais parce que, tu sais pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, j'aime bien... chercher des questions un petit peu rigolotes, mais en même temps qui ont un sens. Parce que tu sais que j'ai appris que les insultes étaient très significatives. Non, je comprends, moi je suis très grossière. Tu vois, et en fait, moi aussi, tu vois, je ne suis pas grossière du tout en temps normal, mais par exemple, il y a des mots qui me viennent parfois quand je regarde justement la télé et je me dis, mais c'est pas moi qui ai dit ça, c'est pas possible. Donc ça me fait rire de savoir. Mais si tu veux pas le dire, c'est pas grave. Non, je les insulte en hébreu. Ah, comme c'est bien. Alors vas-y, dis-le nous en hébreu, comme ça mamie elle que entendra. tout le monde connaît, c'est les benzona, patzona. Il y avait une vidéo très drôle, tu l'as vu passer Oui, avec un monsieur qui... en caifier, il lui disait très content, qu'est-ce que tu parles arabe, mais il lui faisait répéter. Bon, je te demande pas à toi, parce que je sens que tu vas pas le dire. Non. Même si tu m'as l'air quand même très... Ça va, c'est gentil. Ouais, c'est sympa. Est-ce qu'il y a une personne... Pareil, la question pour tous les deux, je commence par ta maman cette fois-ci. Est-ce qu'il y a une personne aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit depuis le 7 octobre, qui t'impressionne énormément par les actions, par quelque chose qui t'a particulièrement touché? Il y en a plusieurs, à vrai dire. La première qui me vient spontanément, c'est Sophia Aram. Ah ouais, c'est vrai. Alors, c'est assez basique. Non, mais c'est basique. Pour nous de le répondre. Mais vraiment, j'ai une admiration très, très forte pour elle. J'ai la chance de la rencontrer brièvement, mais de parler un peu avec elle. Et en fait, je la trouve très courageuse. Au-delà du fait qu'intellectuellement, elle est merveilleuse et que quand on l'écoute, on se dit, mais voilà. Mais elle est courageuse parce qu'elle est menacée, parce que de là où elle dit tout ça, c'est quand même pas simple. Oui. Et en fait, elle est droite dans ses bottes et elle continue. Et quand on s'était rencontrés, elle m'avait parlé d'un proverbe rwandais, je crois, qui disait « on est ensemble ». Très simple, très basique, mais très beau en fait. Très beau, oui. Et voilà, donc c'est spontanément la première. Après, il y en a plein d'autres. Il y a Abnous Chalmani qui est merveilleuse, l'imam Chalgoumi, le père Le Sourd, le père Desbois. Enfin, il y en a plein qui me viennent comme touchent. Ça. Effectivement, plus spontanément à l'extérieur de la communauté, parce que c'est voilà, mais dans la communauté aussi, il y a plein de gens extraordinaires. Caroline Forest, à l'extérieur de la communauté du coup. Il y en a beaucoup qui nous font du bien, et qui nous aident aussi à exprimer ce qu'on a en nous et qu'on exprime moins bien qu'eux en fait. Exactement. Et donc je trouve que ça nous aide à organiser notre pensée, parce que nous aussi on a ce rôle, je pense, quand on arrive à renouer un peu un dialogue autour de nous. De parler et de posément. Alors, ceux qui sont trop hostiles, on ne les récupérera pas. Mais il y en a qui sont un peu au milieu. Il y a quand même une espèce de majorité silencieuse, on peut encore l'espérer. Et je pense que c'est important aussi, nous, de faire ce travail de pédagogie et d'avoir les bons mots, parce que les mots sont importants. Voilà. Donc, ces gens-là m'inspirent beaucoup. Ouais. Et toi, Solal? Moi, pas très drôle, mais Amin El Khatmi, je trouve que il est magnifique. Il change jamais de très clair sur ses positions. Et c'est très fort parce que beaucoup ont switché, beaucoup ont tourné depuis le 7 octobre. Beaucoup de gens se disent plus sionistes, se disent plus même philosémites. Et lui, il a cette capacité à ne pas bouger et à savoir se mettre des gens à dos et en avoir pas grand-chose à faire, quoi. Donc moi, je trouve ça vraiment très inspirant. Si demain, alors imagine dans 10 ans, tu as la chance, tu as fait des belles études à Londres et tout. Et avant de partir en Israël, tu deviens ministre en France. Ouais. Et on est quand même en 2025. Ouais, on fait une histoire. Qu'est-ce que tu aimerais faire en tant que ministre? Moi, le premier truc que je veux faire, ça serait de faire en sorte de faire passer une loi pour reconnaître que l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme. Pour moi, c'est la première chose à faire, c'est quelque chose de primordial. Parce que voilà, c'est Martin Luther King qui disait ça dans une lettre ouverte,
qui disait que l'antisionisme, c'est juste une excuse, une pauvre excuse pour cacher un antisémitisme vraiment, vraiment enraciné. Et donc, moi, je pense qu'on devrait vraiment faire passer cette loi en France parce qu'aujourd'hui, trop de gens se lâchent sur l'antisémitisme sous couvert d'antisionisme. Bravo, hein. Tu es fier. Il a bien je dis rien. Je savoure. Ouais, il a bien parlé. Et toi, si tu devais être ministre, tu ferais une loi un peu dans le même genre. Tu seconderais ton fils. Ouais, exactement, je l'assisterais. Ouais, tu l'assisterais. Là, c'est dur, là, tu me... Non, mais t'es pas. C'est vraiment. C'est parce qu'avec tout ce qu'on vit, on a tous envie de dire. Ah, mais moi, j'aurais fait. Enfin, moi, je me surprends souvent, tu vois, à dire moi, j'aurais fait ça. Moi, j'aurais fait ça. Malheureusement, on peut pas tout. Je sais pas. Il faut que je réfléchisse. Je reviendrai vers toi. Tu reviens vers moi pour me dire. Je m'étais pas projetée ministre, c'est pour ça. Oui, mais ça peut se faire. Ça peut se faire. Tu sais, aujourd'hui, on est à l'abri de D'ailleurs, rien. en parlant de ministre, Aurore Berger, par exemple, c'est extraordinaire. Elle est et au-delà même des questions qui nous préoccupent ici, elle est vraiment très très inspirante. Ouais. Bon, c'est une parenthèse. Alors, on va faire une dernière. Je voudrais être Aurore Berger, voilà. Mais oui, pourquoi pas. Alors, on fait une dernière question. Je l'improvise parce que c'est une question qu'on pose souvent aussi à nos invités. Parce que là, tu nous as cité énormément de gens intéressants. Je pense qu'on est tous dans le même cas. On les admire. On a envie de leur dire merci parce qu'ils parlent à notre place, etc. Tu sais cuisiner? Tu cuisines bien ou pas? Sans transition. Oui. Alors, Solal, est-ce qu'elle cuisine bien, maman? Elle est gentille, ma mère. Il est odieux. Alors, regarde. imagine. C'est pas ma qualité principale. D'accord. Ça serait mentir. On peut pas tout faire. Hein. Voilà. Après, quand je m'y mets, en général, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Mais c'est vrai que c'est pas la folie chez moi. C'est pas en termes de transmission, par exemple, c'est pas ça qui vont retenir principalement. Je dois l'admettre. C'est pas grave. Mais alors, imagine ce soir, tu arrives à inviter Aurore Berger, Rachel Kahn, Kevin Bossuet, tous ces gens qui nous défendent. Tu les invites ce soir à la maison. Ouais. D'accord? On fait un dîner. Solal sera là. Ton mari, tes enfants, tes garçons, qu'est-ce que tu leur fais à manger? Donc, on a décidé que je pouvais pas commander. Voilà. Non, okay. Si, pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, mais si, qu'est-ce que je ferais à manger Qu'est-ce que je ferais à manger, Solal, à ton avis? Je sais pas, moi j'aurais commandé l'as du falafel. Ça plairait à tout le monde. Tiens, d'ailleurs, c'est là-bas que je t'ai croisé. Chez Miss Non. T'aimes bien Miss Non, hein? Ouais, j'ai croisé des gens très très sympas chez Miss Non avec qui j'ai toujours eu après des liens extraordinaires. Non, c'était ma pitome. Ah oui, là c'était ma pitome. C'était ma pitome. Pas grave. C'était Schwartz même. Voilà, exactement. En tout cas, je vais donner le mot de la fin à ton fils. Parce que je trouvais très sympa d'abord que tu aies eu l'initiative et l'idée de l'amener avec toi. Au départ, c'était juste pour qu'il vienne voir comme ça, mais c'est trop bien. En même temps, quand tu m'as dit il est là, je me suis dit tiens, on va le. Mais j'aime beaucoup ce format. Voilà, c'est très sympa. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ta maman? De continuer ce qu'elle fait avec Nous Vivrons, pas lâcher, parce que c'est grâce à des collectifs comme ça que nous aujourd'hui en France, les Juifs, on est bien représentés. Et donc voilà, continuer. On est fort, on est fiers, on est juifs et en colère. J'aurais pas dit mieux. Et toi, tu aurais envie de dire quoi à ton fils? Parce que tu as un peu découvert, je pense, tu savais certainement qu'il était très engagé, mais quand même. Non, mais alors, j'ai envie de dire plein de choses, mais en tout cas, sur le sujet qui nous intéresse, oui, je suis fière, en fait, de comment il analyse les choses, comment il les envisage, et je suis persuadée qu'il sera militant dans sa vie, je pense. Et c'est bien, ça, c'est une chose que tu auras réussi, et je trouve que c'est hyper important, parce que ça se perd quand même un peu. Ouais. Donc, futur militant, peut-être un futur leader de la communauté juive, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est ce qu'on te souhaite. Je vous remercie tous les deux d'être venus. Parce que c'était intéressant de comprendre ce que vous faites. Vous revenez quand vous voulez, si vous avez des choses à dire, si vous avez envie de crier, si vous avez envie de dire quelque chose, vous me dites et vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Ici. Moi, ce soir, je vais laisser la place à 8h à Marc Scalia, qui sera... je crois qu'il est présent ce soir. Non, il n'est pas là. Mais dis-moi, il rentre quand, lui, de vacances? Ah, il est rentré. Bon, il ne sera toujours pas là, mais il est rentré. Ok, Marc, je te fais un gros bisou et je pense que tu auras quand même une émission, parce que même quand tu n'es pas là, il y a ton émission. Je voulais vous dire que d'ici 15 jours, je crois que ce sera mercredi 3 juillet, je vais avoir le plaisir, et Marc sera là, de recevoir Kevin Bossuet, que vous voyez régulièrement sur CNews et qui nous défend avec un amour exceptionnel. Il est professeur à la Sorbonne, donc il nous racontera aussi des choses certainement qu'il a vues et qui se passent au sein même de ces universités de renom à Paris. Et on est très content de le recevoir parce que c'est une belle personne.
Je crois qu'il nous aime vraiment profondément et il a accepté notre invitation et je suis contente parce qu'en fait, on est les premiers à l'inviter. J'étais très étonnée qu'il n'ait pas été encore invité sur une radio juive. Donc, je suis ravie de le recevoir et ce sera donc le 3 juillet en direct. Voilà, je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, à vous deux aussi. Merci beaucoup, Shabbat Shalom. On espère avoir que des bonnes nouvelles en provenance d'Israël. On pense à nos otages toujours et à jamais, et aux familles qui attendent leurs enfants. Et on pense à nos Chayalim qui se battent sur tous les fronts. Et on leur dit qu'on les aime, qu'on est fiers et que ce sont nos héros. Shabbat Shalom.